Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalt. Aujourd'hui, nous célébrerons un anniversaire particulier puisqu'il s'agit des 100 ans d'Aston Martin. La firme est venue en principauté pour célébrer l'événement. Et puis nous vous ferons le portrait d'un pilote monégasque. Il s'agit de Stéphane Richelmy qui lui participe au championnat GP2 et puis a laissé dans cette émission le Panamera signé Porsche et pour l'essayer évidemment Gilles Siamin. Bonjour Gilles, c'est un plaisir de vous retrouver dans Asphalt pour un deuxième numéro. Sympa d'être revenu, fidèle au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, l'impressionnante Panamera. Déjà, de prime abord, quand on la voit comme ça, 4 portes, elle est assez surprenante. Je ne sais pas ce que vous en pensez niveau style, mais c'est quelque chose. Hein. Oui, toujours dans la lignée des Porsche Panamera, on a une voiture qui est quand même très imposante, mais qui a quand même des lignes très fluides. Et avec des grosses jantes et tout, qui expriment déjà d'entrée le respect. Voilà, d'entrée. Alors on va voir sur les routes ce que ça va donner. C'est à vous de jouer. Une berline aux dimensions plutôt familiales, de près de 5 mètres de long et dotée de 4 portes. Ne vous fiez pas aux apparences, cette voiture au design atypique a bel et bien été dessinée par Porsche. Présente sur le marché depuis 3 ans, sa forme est bien connue. Malgré les années, elle conserve des lignes originales qui ne passent pas inaperçues et qui ne font pas toujours l'unanimité. La Panamera, dont le nom a été choisi en hommage à une course mexicaine, a pour objectif de concilier la sportivité d'une GT et le confort d'une berline. Le design de la Panamera est né d'un mélange des genres. Désignée comme la première Porsche Grand Tourisme à 4 portes, son dessin est peu conventionnel, reprenant l'avant du style de la 911, l'arrière typique d'un coupé et le volume d'une berline. Certains la qualifient même d'extraterrestre. La planche de bord est très bien remplie, toutes les commandes semblent y avoir trouvé refuge. Du coup, nous avons tendance à nous imaginer dans le cockpit d'un avion de ligne. La console centrale se prolonge tout au long de l'habitacle. Les sièges baquets sont très accueillants et sachez que jusqu'à 13 teintes de cuir et 7 plaquages différents sont disponibles. Le système audio, quant à lui, dispose de 16 haut-parleurs. Le tout assure un confort de haut niveau. Alors Gilles, Génial. c'est vrai? Franchement, je viens de me faire vraiment plaisir. Allez, j'arrive. Alors Gilles, aujourd'hui c'est notre premier moteur diesel dans Asphalt, c'est vous qui avez l'honneur de le tester. 250 chevaux, plutôt bluffant. En effet, Vanessa, je trouve que ce moteur est très coupleux à bas régime. C'est un V6 avec un seul turbo qui développe 250 chevaux comme vous l'avez dit et surtout un agrément de conduite qui doit être très sympa dans des voyages très, très longs. Et sur route, petite route serrée, comment il se comporte? Le moteur en fait, de par sa douceur et sa souplesse, apporte un grand confort à l'utilisateur et je trouve que l'agrément de conduite est vraiment fantastique sur cette voiture. Est-ce qu'on peut parler de la boîte, cette boîte auto, bon évidemment PDK que tout le monde connaît chez Porsche.
Ça vous plaît, ce genre de boîte? Eh ben, ça me plaît. Mes avis sont partagés. Je dirais que dans une voiture comme celle-là, on roule souvent en mode automatique parce que l'esprit de cette voiture, c'est plutôt un petit peu moins sportif que si on prend Oui. dans les modèles de la gamme la Turbo ou Bien la sûr. S, évidemment. Rien à voir, oui. Donc c'est vachement sympa d'avoir cette boîte qui est très souple au passage des vitesses grâce à son double embrayage. Évidemment, on n'a pas d'à-coups, elle est très, très, très sensible et on reste dans l'esprit, pour moi, du moteur. Elle a un bon agrément, elle est bien coordonnée Ça par se rapport au complète, moteur. quoi. Ouais, je trouve ça très sympa à ce niveau-là. Après, bon, nous n'avons pas les Oui, il manque les palettes au volant, c'est vrai. il manque les palettes au volant, c'est vrai, pour avoir une utilisation plus sportive, oui, un peu on va plus dire. sport. Hein. Mhm. Mais bon, la personne qui veut un petit peu s'amuser quand même, cette voiture, malgré que ne soit pas le modèle ultra sportif de la gamme, franchement, peut quand même déjà, je pense, jouer sportivement. La Panamera est surprenante sur bien des points car cette auto est animée par un V6 3 litres diesel qui développe 250 chevaux. Les accélérations sont linéaires, bien moins rigoureuses évidemment qu'avec un V6 essence, mais il faut reconnaître que seule une oreille d'expert peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un diesel car c'est surtout le son du V6 qui prédomine. Pour obtenir ce résultat, Porsche a énormément travaillé afin de rapprocher le V6 diesel de son homologue essence. Même si les changements de rapport sont particulièrement doux, elle manque un peu de réactivité lors des phases d'accélération, un désagrément facilement corrigeable grâce au mode sport. Alors Gilles, on vous connaît également préparateur auto, spécialiste surtout des R5 Turbo. Et quand on vous dit Aston Martin, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors là, évidemment, toute personne passionnée comme je le suis ne peut pas être insensible à cette marque qui est ultra légendaire, je dirais. La référence. Vraiment, en termes de design sportif, au fil de toutes ces années, quand on parle d'Aston Martin, je pense qu'il n'y a aucune voiture de la marque qui a été loupée au niveau du design. Et bien justement, l'équipe d'Asphalt a assisté à un anniversaire particulier puisqu'il s'agissait du centenaire d'Aston Martin. La firme fêtait cet anniversaire en principauté. Vous allez voir des modèles incroyables. Regardez. 1913-2013, Aston Martin fête ses 100 ans. Cette marque de voitures de luxe au passé incroyablement riche célèbre son centenaire en principauté. Du premier modèle datant de 1913 à la dernière version sportive de la marque, la fameuse DB9, l'élégance et la beauté classique ont toujours fait l'unanimité. 573 chevaux, une carrosserie tout en carbone, la DB9 est un modèle aux caractéristiques hors normes. C'est la toute dernière V12 Aston Martin Vanquish qui est sortie il y a à peu près, il y a quelques mois, avec donc un V12, le plus puissant de la gamme. En fait, la gamme se décompose entre V8 et V12, et celle-ci évidemment le modèle le plus recherché, pas forcément le plus abouti, mais le plus sportif, le plus puissant. Aston Martin devient la filiale du britannique ProDrive dès 2007. À la tête de la société, un nom pour le moins connu, David Richards. Rappelez-vous de ce copilote qui avait remporté le championnat du monde des rallyes en 1981 aux côtés du Finlandais Harri Vatanen. ProDrive fabrique à l'époque des pièces détachées pour voitures de course et participe au championnat du monde de Formule 1 en 2008. Depuis sa création, Aston Martin a fait ses preuves dans le sport automobile. Ouais, Aston Martin est très présent en compétition depuis quelques années. Il gagne beaucoup de courses, donc c'est aussi bon pour l'image de la marque. Pour l'instant, la Vanquish ne court pas en compétition. Ce sont surtout des V8 qui ont gagné beaucoup de courses ces derniers temps. C'est important pour l'image d'Aston Martin, oui, c'est important pour prouver qu'Aston Martin n'est pas seulement une belle voiture, mais c'est aussi une voiture performante. Voilà, donc Aston Martin fait également des essais sur la neige, donc sur circuit, ce qui permet de montrer aux clients ou prospects de montrer toutes les compétences de la voiture ou des voitures. Plusieurs modèles étaient présentés à l'occasion de ce centenaire, d'une des premières Aston Martin datant de 1923 aux modèles les plus récents de la marque. Sportive, luxueuse, performante et exclusive, Aston Martin, une marque qui continuera de faire rêver. De retour à bord du Panamera, toujours avec Gilles, notre pilote essayeur. Gilles, passons au comportement, une propulsion et en plus plutôt berline. Quel est votre ressenti ?
En fait, Vanessa, je trouve cette voiture bien dans son esprit d'homogénéité. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au comportement moteur-boîte. Je trouve que, ayant aussi essayé des modèles ultra sportifs de ce modèle de la Panamera, je trouve qu'elle est légèrement plus souple en suspension, ce qui est logique, mais elle garde quand même, pour une très grosse voiture, je la mettrai dans la catégorie des berlines évidemment, et on a même vu certains essais presse à qualifier cette voiture de limousine. Oh, ça c'est incroyable. Parce que c'est une voiture qui fait 5 mètres de long. Il faut rappeler qu'elle est 4 portes. Exactement, c'est quand même, tout à fait. un gros Donc, gabarit. Ouais. 4 portes, 5 mètres de long, 1 tonne 7 quand même. Donc on est vraiment face à quand même une voiture très très conséquente. Et pourtant à l'intérieur on le ressent absolument pas. Exactement Vanessa, c'est ça. On ne le ressent pas du tout. Et étant habitué à pas mal de voitures de rallye, quand on roule avec cette voiture, même dans des petites routes comme ici, typée plutôt rallye, On n'est pas gêné par ce gabarit. On n'est pas du tout gêné. Incroyable. Donc c'est vrai que c'est la reine des nationales ou des autoroutes, et pourtant elle a vraiment un comportement Efficace même sur petite route. très extraordinaire, tout en gardant un côté très confortable. Et ça, c'est quand même ce que Porsche a réussi à faire avec son modèle, qui en a fait de cette voiture vraiment une référence dans le domaine. Vous l'aurez compris, côté comportement, la Panamera assure malgré ses presque 2 tonnes. Avec un si grand gabarit, une telle agilité est presque irréelle. Elle enroule les virages sans arrière-pensée, rassurée par la motricité imperturbable. Le châssis de la Panamera reste un gros atout, les changements d'appui sont bien maîtrisés, surtout en mode sport. Alors Gilles, on vous connaît actuellement cascadeur, vous êtes également champion d'Europe de trial. Est-ce que vous suivez le championnat de Formule 1 ? Ça vous plaît les circuits ? Mais en fait, moi je suis un grand passionné par tous les sports mécaniques, que ce soit 2 roues ou 4 roues, depuis ma plus jeune enfance. Donc forcément... le dimanche, on allume sa télé. Quand le dimanche est disponible, je ne manque pas un Grand Prix avec mon fils, avec tout l'engouement qu'il y a autour de la Formule 1 depuis toutes ces années. Je trouve ça toujours magique que malgré la crise économique, malgré toutes les difficultés qu'il y a actuellement dans le monde, qu'on arrive quand même à faire rêver les gens avec le sport de haut niveau, et en l'occurrence la Formule 1. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut conserver, qu'il faut garder et véhiculer cette image pour que les gens aient quand même toujours une partie de rêve et d'échappatoire par rapport à la difficulté de la vie. Eh bien, en parlant de Grand Prix de Formule 1 Asphalte, l'équipe d'Asphalte a suivi un jeune pilote monégasque qui est actuellement en championnat GP2. Nous l'avons suivi pendant son quotidien. Regardez. Rêver de devenir pilote de F1 et s'en donner tous les moyens, au-delà d'un objectif, il s'agit d'un but dans la vie de Stéphane Richelmy. Très bien entouré et avec un papa champion de France des rallyes à plusieurs reprises, ce jeune pilote monégasque ne pouvait que se diriger vers cette voie. C'est à l'âge de 12 ans que Stéphane monte dans un kart pour la première fois. Après ses premiers tours de roue, fini le tennis le mercredi après-midi. C'est décidé, sa raquette restera au placard. Stéphane commence alors la compétition dans des conditions optimales puisqu'il pourra s'entraîner chez lui sur la piste privée que Jean-Pierre, son papa, a réalisée pour lui. Quand on voit ce garage, on comprend que tout a commencé ici grâce à mon père qui est encore plus passionné que moi même de tous les véhicules motorisés. Et donc en fait, quand j'avais 9-10 ans, on a fait donc la piste ici avec tous les karts électriques. Et donc peu à peu, je suis rentré là-dedans. Donc c'était logique de commencer en compétition. Encore une fois, j'ai pris goût et j'ai commencé à faire mes premières armes sur cette piste. En 2002, Stéphane fait une rencontre qui changera sa vie. Serge Lestrelin croise son chemin aux abords du circuit du Luc. Ce coach préparateur, qui a déjà lancé de grands pilotes tels que Nico Rosberg, le prend sous son aile et l'encourage à poursuivre dans le karting. Je l'ai entraîné, on a fait quelques milliers de tours de circuit. On s'est promené dans toute la France. On a fait aussi beaucoup de routes en camion. Puisqu'il allait avec moi sur les circuits le plus souvent possible, il partait avec moi tout seul. Donc là, il était tout petit. Il avait 12 ans, 12-13 ans. Donc on a quand même un rôle paternel aussi ? Oui, en plus, ce qui est agréable, c'est d'avoir de la responsabilité, c'est une chose,
mais ça nous a rapprochés, ça nous a on se faisait confiance mutuellement. Je veux dire que c'était après aussi les parents qui interviennent, qui vous font confiance aussi en vous laissant comme ça partir 3, 4, 5 jours en compétition. Donc tout ça crée des liens et voilà. Stéphane parcourt donc les routes et commence la compétition en participant au championnat de France FFS1 en catégorie junior. Cette période marquera un tournant dans sa vie car il enchaîne ensuite les championnats comme notamment le Rotax Max où il gagnera sa première course. Il se positionne alors comme l'un des favoris. Attentif, discret et persévérant, Stéphane impose son rythme à son entourage et tout va très vite pour lui. Ça a été assez vite, oui. Ça a été assez vite parce qu'on ne faisait pas beaucoup d'entraînement. Donc on allait surtout sur les compétitions, on avait une piste de base où on s'entraînait souvent, c'était le Luc. Et après à partir de là on partait sur les compétitions sans aller s'entraîner avant, des dizaines de jours avant. Et par son sérieux parce que ça a été quand même ça a été un pilote, un enfant aussi parce qu'il était assez discret. Il préparait ses courses sans que j'ai besoin d'intervenir. Il savait que par exemple quand il avait une difficulté sur un circuit ou quelque chose, il suffisait qu'il aille voir les autres rouler. Il savait que tout ne se faisait pas au volant, donc que la grosse partie du travail aussi se faisait à l'extérieur. Et s'il n'était pas sous la tente avec moi pendant que je travaillais sur son châssis, je savais qu'il était quelque part autour de la piste en train de regarder, d'essayer de voir comment passaient les autres et tout ça. Au-delà d'une relation pilote-coach, Stéphane et Serge nouent des liens très forts. Une grande complicité s'installe entre eux, c'est le début d'une belle amitié. C'est un des pilotes, sinon le pilote avec lequel j'ai de meilleurs souvenirs. On n'a jamais eu de moments où on a été en froid, où on s'est fâché, pas du tout. C'est vraiment été des fois on n'avait même pas besoin de se parler. C'est-à-dire qu'il suffit de se regarder, il savait ce qu'il avait à faire et réciproquement. Son assiduité et son travail payent puisqu'aujourd'hui le jeune pilote participe au championnat GP2 pour la 2e année consécutive. Un championnat décisif pour sa carrière. Stéphane en est bien conscient, il doit tout donner cette année. Mais la réglementation FIA est très stricte en GP2 car il est impossible de rouler en entraînement sur un circuit. Et comme Stéphane ne fait jamais les choses à moitié, il décide de participer au développement d'un simulateur professionnel de Formule 1 sur le port de Monaco. Le principal élément dans un simulateur comme celui-là, c'est le ressenti d'un pilote. Donc Monaco, on a de la chance, il y a plusieurs pilotes de GP2. Donc c'est pour ça que j'ai participé un peu au développement de ce simulateur en faisant beaucoup de roulage, donc en leur disant tout simplement le volant un peu plus dur, les pédales c'est pas ça le ressenti, et puis après pour le réglage de la voiture. Comme ça après pour nous pilotes de GP2, quand on rentre dans le simulateur, on a les sensations les plus proches possibles de la vraie voiture. On a commencé en janvier, donc plusieurs fois par semaine, je passais 2-3 heures. Après, moi, je connais très bien la voiture parce que bon, c'est déjà ma 2e année, donc j'ai pas beaucoup besoin de rouler. Il fallait juste, je montais dans la voiture et puis vite, ils allaient changer derrière. Donc bon, c'était un travail de longue haleine, mais ça a bien payé parce que maintenant, plusieurs pilotes, ils viennent ici s'entraîner avant les courses et on est très contents du travail. Comportement, tracé précis du circuit, à-coup du passage des rapports de vitesse ou encore sonorité du moteur, le réalisme est tel qu'il est difficile pour Stéphane de quitter son cockpit. Le pilotage est le même, c'est exactement pareil. Après, la seule différence, c'est que là, on est arrêté, on ne bouge pas. Et donc ça, quand même, quand on a des virages qui se prennent à 250 à l'heure, c'est quand même différent quand on arrive en vrai. Pareil, quand on simule, on peut même simuler différentes adhérences pour la pluie, tout ça. Mais encore une fois, le fait d'être arrêté, c'est vraiment la plus grosse différence. Mais c'est sûr que la façon de conduire, d'appuyer très fort sur la pédale, d'être plus près possible des rails comme Monaco, ça on a la même chose ici qu'en réalité. On est encore limite plus vidé physiquement parce que le volant on l'a fait exprès un peu plus dur, comme ça quand on arrive en vrai c'est plus facile. Après la part mentale qui est plus facile c'est sûr parce que là on peut essayer quelque chose qu'on ne testerait pas en vrai, c'est ça aussi l'avantage. On peut leur exposer la voiture, ils diront rien, donc il y a ce paramètre là en moins, donc mentalement c'est toujours plus facile. Après le roulage, le débrief, plusieurs ordinateurs filment et analysent de près la séance. Le coach permet alors de corriger et de conseiller au mieux Stéphane, le but étant de s'améliorer à chaque fois. Dans un premier temps, à travers la vidéo qu'on enregistre
la position des mains sur le volant, sa gestuelle à ce niveau-là, son regard au niveau des courbes où c'est qu'il porte son regard. Et on analyse ensemble les acquisitions de données. Donc les acquisitions de données, ce sont des courbes qui représentent un petit peu les capteurs qui enregistrent en fait la façon de piloter. Les capteurs, ils enregistrent, alors les principaux, c'est la vitesse de la voiture, évidemment, la position de la pédale d'accélérateur, important, et l'effort au niveau de la pédale de frein. On va dire c'est les 3 principaux capteurs qui permettent d'analyser et de pouvoir comparer, parce que c'est souvent un travail où on compare ses courbes et sa façon de conduire. Entre deux courses, Stéphane aime se détendre chez lui, mais impossible de laisser les voitures de côté. À ses heures perdues, il enfourche un quad pour de nouvelles sensations. Après l'amusement, retour aux efforts, Stéphane suit un entraînement physique très particulier. Un coach sportif veille à ce que le pilote reste endurant tout au long de l'année. Et oui, contrairement aux a priori, le sport auto est très physique. À noter surtout que les monoplaces en GP2 ne sont pas dotées de direction assistée. Des rêves plein la tête, mais les pieds sur terre, vous l'aurez compris, Stéphane continue de travailler dur pour entrer dans la cour des grands. L'année prochaine, ça risque d'être très difficile parce qu'on sait qu'il y a très peu de places qui sont données chaque année. Donc voilà, moi c'est ma 2e année de GP2, je pense que je peux encore faire une 3e, la plupart en font 3-4. Voilà, on va voir cette année, c'est sûr que je suis dans une super équipe. Ça se passe pas trop mal, mais c'est toujours difficile de concrétiser. Donc je suis dans le top 10 du championnat, on va essayer de finir dans le top 5, c'est possible. Puis on verra plutôt 2015 pour la Formule 1. Même si le pilote est imbattant, il reste cependant fataliste et a déjà prévu sa reconversion si vraiment la F1 ne lui tendait pas la main. Ouais, ça ne marche pas. De toute façon, la F1, c'est un rêve. Hein. Je veux dire, on ne se dit pas je fais de la F1 ou rien. Hein. C'est que 22 pilotes sur Terre. Donc la F1, c'est le top. Hein, voilà, c'est ce qu'on veut tous. Après, il y a plein d'autres choses. Si je reste en monoplace, parce que c'est quand même ce qui a le plus vite, j'irai plutôt aux États-Unis pour faire l'IndyCar. Après, il y a d'autres championnats comme le WEC, l'Endurance, avec Le Mans, c'est quand même des super courses avec des constructeurs derrière, ça c'est important. Ou du GT, ou je sais pas, enfin, je vais voir ce qu'on me propose, il faudrait que je touche un peu à tout. Là d'abord, je suis vraiment concentré sur le GP2 parce que c'est l'antichambre de la F1. Quoi. Stéphane Richelmy, un nom qu'il faut retenir, qui sait dans quelques années où nous retrouvons le jeune pilote. En tout cas, il est certain qu'il aura toujours un casque sur la tête. Alors Gilles, notre essai touche à sa fin, il faut ramener la voiture. Avant, comme d'habitude, un petit bilan. Qu'avez-vous pensé de cette auto incroyable ? Alors Vanessa, donc on va commencer par les points négatifs qui pour moi, il n'y en a pas beaucoup, franchement. C'est sûr. Je dirais que dans l'esprit d'une Panamera diesel, donc, qui est la voiture, on va dire, routière de la gamme, voiture... Je dirais que le seul point négatif pourrait être l'absence de palette et surtout la présence de petits boutons assimilés à des palettes qui ne sont pas très faciles à l'utilisation et à la prise en main au niveau des doigts. Après, je dirais qu'elle a beaucoup de points positifs pour moi, hein, ça restera quand même vraiment... un bel essai, oui. Hein. Ouais, vraiment la conclusion de cet essai. Elle est très très homogène. Tout va bien ensemble, hein. La douceur, le confort, l'agrément de conduite, la qualité de finition de Porsche qui n'est pas à redire. Le bruit à l'intérieur, il n'y en a pas. On est arrivé à parler tranquillement tous les deux, vraiment, en oubliant même que j'étais en train de conduire. Une limousine. Une limousine, exactement. Voilà, donc écoutez, je dirais modèle encore super réussi qui fera le grand plaisir de tous les utilisateurs. Écoutez Gilles, merci beaucoup d'avoir été encore à nouveau avec nous dans Asphalt et j'espère à la prochaine fois. À bientôt Vanessa. À bientôt. Globalement, la direction très précise, la position de conduite idéale et la quasi-absence de roulis font vite oublier que nous sommes aux commandes d'une berline de presque 2 tonnes à vide. Sur grands axes, la Panamera est royale. Elle offre une nouvelle manière de vivre le grand tourisme avec des agréments, des performances et du dynamisme authentique. Pour obtenir un tel résultat sans vraiment le chercher avec une berline, c'était tout simplement inimaginable il y a quelques années encore. Voilà ce qui ressort de cette Panamera, en un sens, une réussite.
Asphalt, c'est déjà terminé. Je vous dis à la prochaine pour découvrir toute l'actualité automobile. À très vite.